Je m'appelle Anne Rumin et donc je suis doctorante en théorie politique. Et je travaille donc sur la collapsologie, sur cette notion d'effondrement qui est de plus en plus à la mode ces derniers temps, qui en tout cas est bien représentée dans les médias. Et donc je ne suis pas une spécialiste de la notion de jeunesse. Donc je vais vous proposer plutôt de réfléchir ensemble, de discuter ensemble de la spécificité, s'il y en a une, à être jeune dans le monde qui est le nôtre actuellement. Ce mot-là, ce terme-là, être jeune dans un monde qui se meurt, donc le titre de mon intervention, ce ne sont pas mes mots. C'est une question qui avait été posée dans une conférence à laquelle je participais. On m'avait demandé qu'est-ce qu'être jeune dans un monde qui se meurt. Et j'avais été marquée par la difficulté de cette question. Alors, elle peut paraître difficile, cette question, parce qu'il y a une charge émotionnelle avec ce terme de mort et cette contradiction un peu tragique avec ce mot jeune. Mais au-delà de la charge émotionnelle, je crois que cette question est compliquée pour des questions de définition. Qu'est-ce que c'est qu'être jeune tout court? Et qu'est-ce que c'est que cette notion de monde? Et donc en guise d'introduction, j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu ensemble à ces deux concepts. Alors, être jeune. Pour caractériser la jeunesse, on a envie, un peu naturellement, d'utiliser le critère de l'âge. Par exemple, pour avoir une carte jeune à la SNCF, il faut avoir entre 12 et 25 ans. Voilà, être jeune, c'est être au début de sa vie, c'est être peu âgé. Sauf que, selon quels critères peut-on affirmer que passé 25 ans, on sombre du côté de l'âge adulte, des vieux, on arrête d'être jeune, passé 25 ans. Ça paraît quand même un peu compliqué. Alors du coup, pour définir cette jeunesse, on va avoir envie de la comparer avec d'autres catégories d'âge, comme par exemple l'âge adulte. Dans les imaginaires communs, qu'est-ce que c'est qu'être adulte? C'est avoir un métier, ou au moins une formation professionnelle achevée, des diplômes, un logement, voire une situation matrimoniale assez stable. Donc, en comparaison, être jeune, ce serait être en construction, ne pas encore avoir atteint une forme de stabilité. Mais on se rend compte que cette définition, elle est encore assez faible. Parce que, par exemple, on peut tout à fait avoir 19 ans, avoir achevé sa formation professionnelle, avoir un mode de vie qui correspond à notre imaginaire de l'âge adulte. Est-ce qu'on arrête d'être jeune? Je ne crois pas. Donc on voit que cette notion de jeunesse, elle ne va pas de soi. Et d'ailleurs, être jeune dans un monde qui se meurt, je crois qu'il n'y a pas une réalité de cette jeunesse-là. Je pense que c'est d'abord être jeune en se représentant l'idée d'un monde qui se meurt. Donc voilà, une première notion qui pose selon moi problème, enfin qui ne va pas de soi mais qui existe quand même, puisqu'on voit bien qu'il y a des réductions, je parlais de la SNCF, qui visent les jeunes. Donc je voudrais travailler à définir cette catégorie, à essayer de voir ce qu'on peut en faire et en lien avec notre sujet. La deuxième notion qui me pose problème, c'est cette notion de monde. J'aimerais comprendre, dans ce monde qui se meurt, qu'est-ce qui se meurt réellement? De quel monde parle-t-on? À quelle échelle se place-t-on? Est-ce qu'on parle du monde comme espace physique, de la biodiversité, de notre environnement? Est-ce qu'on parle des interactions, de l'organisation politique entre les hommes, entre les humains d'ailleurs et les non-humains, de ces organisations-là qui prennent place dans notre environnement? Est-ce que c'est ça qui se meurt? Voilà, je crois, des questions que nous allons devoir nous poser pour comprendre ce qui se meurt dans notre monde, ce qui pourrait se mourir dans notre monde, et ce que l'on doit peut-être renoncer à voir survivre dans notre monde. Mon exposé, donc au terme de cette longue introduction, aura un double objectif qui sera de définir l'effondrement et la collapsologie pour bien rappeler que finalement ce motif de l'effondrement n'est pas nouveau et que la collapsologie ne l'a pas inventé. Et à partir de ces définitions, on essaiera de comprendre si oui ou non il y a une spécificité à être jeune à notre époque, s'il y a une spécificité à être au début de sa vie, à une époque où les désastres écologiques se précisent. Alors, la notion d'effondrement est donc très relayée par la collapsologie, qui, dans son projet initial, se définit comme une science de l'effondrement. Il s'agirait de l'exercice transdisciplinaire d'étude de l'effondrement de nos sociétés thermo-industrielles et de ce qui pourrait leur succéder à ces sociétés. Et l'effondrement, il est défini par la collapsologie selon la définition de Yves Cochet.
Cette définition, la voilà, l'effondrement serait le processus à l'issue duquel l'accès aux besoins de base n'est plus fourni à une majorité des populations par des services encadrés par la loi. Si on observe cette première définition, on comprend que l'effondrement est un processus de désinstitution. Processus qui, selon les collapsologues, trouverait son origine dans un effondrement environnemental, dans le dérèglement climatique qu'on peut tout à fait observer. Mais cet effondrement doit se systématiser. C'est-à-dire que nous vivons dans des sociétés qui sont donc très complexes, systémiques, etc., etc. Et donc, cet effondrement environnemental devrait enclencher, s'étendre à un effondrement financier et économique, à un effondrement politique, social, etc. Donc évidemment, on peut avoir le sentiment d'un monde qui se meurt, puisque c'est tout qui doit pouvoir s'effondrer, selon le terme de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Cet aspect global de l'effondrement, en tout cas de la définition de l'effondrement qui est donnée par la collapsologie, a été assez décrié. On a le sentiment, finalement, qu'il y aurait quelque chose de dépolitisant. Pourquoi ? Parce qu'on peut lutter, on doit essayer de lutter contre un effondrement environnemental. Mais selon les sensibilités politiques, on peut avoir le désir de voir s'effondrer un système politique dans lequel on ne se reconnaît plus, un système financier économique qu'on pourra qualifier de prédateur en fonction de nos sensibilités. Et donc on aura le sentiment peut-être que l'effondrement va se substituer à la révolution et que pourquoi lutter si tout doit s'effondrer parce que la nature l'a décidé. Mais quoi qu'il en soit, au-delà de ces controverses, la collapsologie a eu un réel succès. Comment tout peut s'effondrer, le livre de Servigne et Stevens, s'est vendu à plus de 80 000 exemplaires. On trouve des groupes Facebook avec près de 23 000 membres qui parlent de collapsologie, etc., etc. On a vu des collapsologues à TF1, sur C8, des choses comme ça. Ce succès est un peu étonnant, enfin il peut être considéré comme étonnant, parce que le motif de l'effondrement n'est pas nouveau. La collapsologie s'appuie sur des faits scientifiques, sur des études qui datent parfois des années 70. Mais la collapsologie fonctionne comme une réactualisation de ce discours. Plus encore, elle s'inscrit dans un discours philosophique, dans une littérature philosophique qui lui préexiste très largement. À savoir que la collapsologie se revendique du catastrophisme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce catastrophisme ? Quand on pense catastrophisme, on a un peu envie tout de suite de penser à l'apocalypse et de se dire mais finalement les catastrophistes sont les nouveaux millénaristes. C'est un peu rapide. C'est un peu rapide car il y a une particularité de la catastrophe écologique globale. Cette particularité, la voilà. Avec la catastrophe écologique globale, un peu comme avec les catastrophes nucléaires, nous avons découvert que l'humanité a bien une capacité autodestructrice qui ne relève d'aucune volonté divine. Et qu'en voulant s'extraire de la nature, en voulant, comme disait Descartes, être maître et possesseur de la nature, finalement, on s'aperçoit avec cette catastrophe que la nature est vulnérable et que l'homme, partie intégrante de cette nature, l'est aussi. Voilà finalement la spécificité de la catastrophe écologique globale, c'est-à-dire que la possibilité d'une fin, d'une destruction de l'environnement et de nous-mêmes, est inscrit dans le concret. Vraiment, c'est tout à fait dans quelque chose de très matériel, quoi. C'est dans cet héritage, donc, que s'inscrit la collapsologie. Et elle va développer des motifs qui appartiennent au catastrophisme, à savoir une pensée des limites, une pensée de la juste mesure à adopter face à la démesure avec laquelle on fait usage de la technique sur notre environnement. Et elle va réactualiser ces discours. Prenons un exemple. Le sous-titre du livre « Comment tout peut s'effondrer », qui a lancé la collapsologie, le sous-titre c'est « Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes ». Ce terme « génération présente », moi, m'évoque les générations futures qu'évoquait Hans Jonas. Hans Jonas, en 1979, a publié un principe responsabilité. Principe responsabilité dans lequel il nous avertissait déjà sur les dangers que nous étions en train de courir avec notre usage de la technique sur l'environnement. Il disait qu'il fallait donc refonder notre éthique autour de ce concept de responsabilité et qu'il en allait de l'avenir des générations futures. Mais nous étions dans les années 70-80 et c'est à partir de ce principe responsabilité qu'on a envisagé ensuite un principe de précaution et puis des notions de développement durable. Qu'en est-il des années après ? La collapsologie
en affirmant que l'effondrement concerne les générations présentes, nous dit que des générations, celles des années 70, ont manqué le moment de l'action, et que nous sommes les générations dont parlait Hans Jonas. Et il n'est plus aujourd'hui question de durer, mais bien de s'effondrer. Et je crois que c'est ça finalement l'apport de la collapsologie, c'est cette réactualisation-là. Et c'est là que nous arrivons petit à petit à la question de la jeunesse. Puisqu'il n'est plus question de revoir notre éthique pour les générations à venir, mais pour nous-mêmes, pour ceux qui sont déjà là. Mais ce n'est pas encore complètement spécifique aux jeunes. Je crois que si on veut comprendre la spécificité des générations présentes face à cet effondrement, il faut interroger le lien entre un effondrement environnemental, entre nos organisations politiques et nos représentations de ce qui est humain, nos imaginaires. Et c'est là où ça va commencer à se préciser un petit peu. Il se pourrait que la première victime de l'effondrement soit la démocratie, à la fois dans ses procédures, ses mécanismes, et dans son projet substantiel, dans ses idéaux. Pourquoi ? Premièrement, il se pourrait que la procédure démocratique soit trop longue pour faire face à des situations d'urgence. Et ces procédures, qui doivent finalement assurer la survie des idéaux substantiels qui sont à l'origine de la démocratie, si ces procédures-là sont mises en péril par l'effondrement, ce qui est à craindre, à terme, c'est une mise en compétition des valeurs politiques. Dans une situation d'urgence extrême, lorsqu'on n'a plus le temps de débattre, plus le temps de mettre en place nos procédures, quelles valeurs politiques allons-nous préférer mettre en avant ? Avons-nous encore le temps de tout concilier ? Allons-nous plaider pour un idéal de liberté ou pour un idéal de sécurité ? Et là, on voit que déjà, le projet démocratique commence à vaciller un petit peu. Pourquoi la démocratie semble si fragile face à cet effondrement environnemental ? Parce qu'elle semble s'être développée finalement avec un imaginaire qui est à la fois, entre guillemets, hors sol et hors temps. C'est-à-dire que l'idéal démocratique est un idéal de libre arbitre. C'est l'idéal de pouvoir faire des choix, la reconnaissance de notre capacité à faire des choix. Mais on a le sentiment d'avoir oublié que ces choix-là dépendaient de conditions matérielles, de limites environnementales, physiques, de ressources qui ont des limites. Et si on oublie cet aspect-là, on oublie de poser la question du quand. Quand allons-nous atteindre les limites physiques dont dépend notre capacité à faire des choix ? À partir de quel moment allons-nous cesser d'avoir le choix ? Et là, ce n'est plus simplement les procédures de la démocratie qui sont en danger, mais c'est ces idéaux qui commencent à être remis en question. Cette question du quand, parce qu'elle touche à la question du choix, m'intéresse énormément. Je vais prendre un exemple récent, qui est l'Australie. Après l'Australie, enfin les feux en Australie, on a assisté à des choix politiques qui sont très faibles, enfin qu'on n'a pas envie de faire. À savoir qu'il a fallu choisir si nous allions tuer des dromadaires par hélicoptère ou si nous allions laisser ces dromadaires assoiffés détruire les lieux de vie de populations aborigènes déjà fragilisées. Voilà un choix qui n'en est pas un. Voilà un choix qui porte non plus sur le désirable, mais sur le moins pire. Et c'est à ce genre de choix que les générations présentes, que nos jeunes, vont avoir à faire. C'est encore plus grave, finalement, quand on retourne à Hans Jonas. On a le sentiment, avec l'effondrement, d'une restriction du champ des possibles. Or, Hans Jonas nous dit que l'humanité se définit non pas par ce qu'elle est, mais par ce qu'elle a à être. C'est-à-dire que nous ne sommes humains que parce qu'il y a d'autres humains à venir. Et si l'humanité fonctionne ainsi, dans cet élan vers le futur, il est indispensable que les générations à venir disposent des mêmes conditions d'existence que celles déjà présentes. Et parmi ces conditions d'existence, il est indispensable qu'elles soient aussi libres. Non pas libres de faire des choix pour soi au quotidien, mais libres de réinventer, de réouvrir le champ des possibles collectivement, de choisir entre plusieurs trajectoires sociétales. Or, l'effondrement impose sa propre logique. Ce qui signifie que les générations présentes seraient finalement peut-être moins libres que les générations passées, et donc peut-être un peu moins humaines. Je caricature un peu l'idée, mais il y a quelque chose de terrible qui se joue là, si on voit cette idée-là.
Donc voilà, être jeune dans un monde qui se meurt, ce serait peut-être avoir ce sentiment d'une liberté qui a été confisquée par d'autres que soi. Ce qui peut mener à un sentiment de colère, d'injustice. Et je me suis donc entretenue avec de jeunes militants de moins de 20 ans, engagés dans des mouvements de désobéissance civile. Voilà ce qu'ils me disent, ce qu'ils me décrivent de leur existence actuelle, avec cette conscience d'un environnement qui se meurt et d'un essoufflement des idéaux démocratiques, d'un essoufflement de notre système politique. Un dénommé Martin me raconte les ruptures qu'il a rencontrées, qu'il a dû subir dans sa vie, rupture dans ses projets individuels, rupture dans sa famille, rupture dans ses projets. Et il me dit, être jeune avec cette conscience-là, ça a été plusieurs passages, un peu comme la courbe du deuil. Au début, j'ai été vraiment en colère contre les générations d'avant. Franchement, ça se sait depuis longtemps, et les gens auraient pu agir avant avec un peu de volonté. Mais c'est pas tellement ça qui m'impacte le plus. C'est le fait que ça arrive dans le passage à l'âge adulte et la construction de soi. Au-delà de ça, on se projette dans quelque chose de totalement différent que les générations passées, où on ne se projette pas, dans mon cas. J'ai appris à arrêter de me projeter. C'est pas que je prévois rien, mais je fais les choses à la semaine, au mois. Je ne me dis pas dans 3 ans j'aurai un master. J'avance au fil des jours, mais toujours avec cette musique de fond qui me dit « voilà la réalité ». Ce qu'on pourrait entendre dans ce témoignage, c'est peut-être finalement une forme de conflit générationnel en herbe, avec cette idée de franchement ça se sait, les gens auraient pu agir avant. Ce conflit générationnel, on pourrait d'ailleurs peut-être le retrouver dans le hockey boomer, qui est très utilisé, enfin qui est de plus en plus utilisé notamment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire, hockey boomer ? Hockey boomer, ça va dénoncer un discours politique qui va sembler être tenu par un individu encore qui a grandi dans un imaginaire politique qui n'est plus celui qui pourrait être le nôtre, on va dire. Finalement, dire hockey boomer, c'est dire je t'ai assez entendu, je connais ton discours, tu sais pas de quoi tu parles, laisse-moi la parole. Dire hockey boomer, je crois que c'est quelque part pour des jeunes essayer de se réapproprier le politique, de se réapproprier le discours. Et ça, c'est intéressant. Mais il y a quelque chose de conflictuel, quoi. De l'autre côté, on peut avoir le sentiment, dans ce conflit générationnel, entre guillemets, d'avoir des adultes, si on peut le dire, des adultes qui vont essayer de discréditer l'engagement politique des jeunes, le raisonnement politique des jeunes, en disant qu'il y a un manque d'expertise politique, un manque d'expertise de la vie tout court, ou alors qu'il y a une manipulation d'adultes derrière les discours des jeunes, comme on l'a vu pour Greta Thunberg. On a le sentiment, voilà, on va dire, elle est manipulée. Ou pire, on va essayer de rattacher ce raisonnement politique à un moment existentiel de la vie des jeunes, en disant ils sont engagés, ils ont des idées peut-être radicales, etc., mais ils sont en crise d'adolescence. Moi, j'ai un peu envie de dire, elle est intéressante, cette crise d'adolescence. Si la crise, c'est déconstruire ce qui va de soi, ce qui a été présenté comme allant de soi pour essayer de construire quelque chose d'autre. Mais bon. Mais au-delà de ce conflit générationnel, je pense qu'il serait intéressant plutôt d'essayer de redéfinir cette jeunesse au-delà d'un critère d'âge, d'un critère de génération. Et c'est ce que je vais essayer de faire maintenant avec vous, pour conclure cette présentation. Ce même Martin m'explique qu'après avoir changé radicalement sa façon de penser et sa façon de vivre, il n'a pas eu le sentiment d'un renoncement. Il me dit, c'est pas un renoncement, c'est un changement de paradigme. Une fois que psychologiquement on a tout changé, on ne renonce plus. Tout ce qui est hyperconsommation, avant j'étais dans ce modèle de société-là, mais c'est pas un renoncement, plutôt un changement naturel vers quelque chose de plus cohérent. Je le vis comme une amélioration. Ce changement de paradigme m'intéresse. Et je crois que ce qui peut être intéressant, oui, dans ce qu'on observe en ce moment chez les jeunes, notamment engagés dans les mouvements pour le climat, etc., c'est comment les jeunes vont essayer de revivifier nos imaginations politiques et vont essayer de faire autrement de la politique. Et en étant solidaire de cette imagination-là, on peut peut-être trouver une nouvelle forme de jeunesse. Enfin, je sais pas. J'aimerais essayer de définir cette jeunesse au-delà de ce critère d'âge. On a vu notamment que certains jeunes ont un engagement politique qui n'est plus classique, on va dire, dans des partis politiques, etc., mais ailleurs, dans une forme de radicalité. Notamment, on a assisté à beaucoup d'occupations. Il y a eu très récemment l'occupation de BlackRock. Et après cette occupation, il y a eu une tribune dans Libération qui parle justement, qui
vise cette jeunesse-là, jeunesse qui est revendiquée par des militants comme par exemple dans Youth for Climate. C'est quelque chose qui existe, quoi, cette catégorie de jeunesse. Et cette tribune dit: nous sommes fiers de cette jeunesse conséquente qui a décidé de prendre en main non seulement son avenir, mais l'avenir du vivant. Nous sommes fiers de cette jeunesse conséquente, cultivée et informée, qui vient nous sommer d'écouter les alertes du GIEC. Nous sommes fiers de cette jeunesse courageuse qui fait face à des policiers lourdement armés, à des poursuites judiciaires toujours plus nombreuses, au mépris de toute une caste de puissants qui la traite comme une menace. Nous sommes fiers de cette jeunesse déterminée qui relève la tête et porte la tâche immense de réparer un monde dévasté. C'est dans cette jeunesse qui ne se tient pas sage, peu importe son âge, que réside sans doute la plus grande sagesse. Ce qui est intéressant dans cette tribune, c'est qu'on y trouve peut-être l'idée qu'être jeune dans un monde qui se meurt, c'est découvrir au début de sa vie, quand on a en tout cas cette conscience-là, découvrir au début de sa vie que notre environnement est si dégradé, que les conditions de possibilité de notre liberté politique sont attaquées. Et face à cela, avec colère, peine, mais aussi avec beaucoup de joie, il s'agit non pas de renoncer avec nostalgie à des idéaux, mais de revendiquer d'autres idéaux, d'autres imaginaires, d'autres manières de faire pour reconquérir et redéfinir notre humanité. Être jeune dans un environnement qui se meurt, dans un système et un imaginaire politique qui s'essouffle, c'est travailler finalement à revivifier le monde social, à revivifier nos imaginations. Et je crois qu'on trouve peut-être ici une nouvelle cohérence à cette idée de jeunesse. Cohérence qui ne viendrait pas seulement de l'âge, comme le souligne cette tribune, mais d'une conscience partagée d'une destruction du vivant et d'une solidarité, une fierté dans la lutte contre cette destruction et pour la réparation de ce monde. Merci.